Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers participants au premier webinaire sur les sur les statistiques des recettes publiques en Afrique, qui est organisé par la Commission de l'Union africaine, le Forum africain sur l'administration fiscale, ainsi que l'Organisation de coopération et de développement économique. Cette année, et mon nom est Arthur Minsa, je suis le chef de l'unité Afrique au Centre de développement de l'OCDE. Plus tôt cette année, nous avions l'ambition d'organiser un atelier technique pour pouvoir présenter et discuter avec vous dans une ville africaine, comme nous l'avions fait par le passé à Pretoria, à Rabat, à Addis Abeba et à Nairobi. Malheureusement, comme vous le savez tous, les restrictions actuelles en matière de déplacement au niveau mondial ne nous ont pas permis d'organiser cette réunion en chair et en os, et nous le regrettons. Nous espérons néanmoins que les webinaires comme celui-ci vous permettront de donner l'occasion d'échanger avec nous, même si on ne peut pas se rencontrer en personne. Sur le plan logistique, permettez-moi de vous rappeler 3 points. Le premier, c'est donc nous vous invitons à envoyer des questions en utilisant la fonction Q&A, donc questions et réponses à tout moment, pour pouvoir soumettre des questions. Deuxièmement, la réunion est enregistrée, c'est à des fins internes, et nous pourrons vous transmettre l'enregistrement qui sera disponible sur une page internet dédiée que nous vous communiquerons plus tard. Et troisièmement, toutes les présentations donc, sont disponibles sur cette page web dédiée que nous vous enverrons après le webinaire. Quels sont les objectifs de cette rencontre? Nous souhaitons donner l'occasion aux pays africains ainsi qu'aux partenaires des statistiques et des recettes publiques en Afrique pour discuter sur les tendances actuelles et sur les futures de la mobilisation des ressources internes sur le continent, fiscales et non fiscales. La discussion d'aujourd'hui s'appuie donc sur des données actualisées et sur les analyses des statistiques des recettes en Afrique, ainsi que sur les travaux récents de nos 3 organisations, d'ATAF, de la CUA et de l'OCDE, notamment sur la crise du Covid-19 qui sévit en ce moment. La publication fournit également des statistiques harmonisées entre les différents pays africains, mais aussi d'autres régions du monde, qui sont comparables et fiables sur les recettes publiques et en particulier sur les impôts. Ces informations sont essentielles pour la politique, la formulation des politiques et des réformes fiscales, ainsi que pour le dialogue et la coopération internationale autour de la mobilisation des ressources intérieures, une priorité pour les pays africains et qui est aussi un point essentiel qui nous tient à cœur et qui fait partie du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La publication vise également à faire progresser la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine pour l'harmonisation des statistiques en Afrique, Chassa, et du programme statistique panafricain. La collaboration entre nos 3 institutions, ATAF, AUC, le Centre politique et d'administration fiscale de développement et le Centre de développement de l'OCDE, avec le soutien technique de la Banque africaine de développement, du CREDAF et de l'Organisation mondiale des douanes, est donc cruciale pour pouvoir mener à bien ces objectifs. Je tiens donc vivement à vous remercier, ainsi que les partenaires de développement qui soutiennent l'initiative. Il s'agit en particulier des gouvernements d'Irlande, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et tout particulièrement l'Union européenne qui, je crois, nous rejoint aujourd'hui. La publication couvre un nombre croissant de pays. Nous avons commencé avec environ 8 pays il y a maintenant 3 ans et demi et l'édition 2019 couvre 26 pays pour bientôt en couvrir une trentaine. C'est donc une croissance pratiquement exponentielle que nous avons connue. Et ceci, c'est grâce à vous et grâce aux participants des nombreux pays qui font partie du projet, des points focaux, des fonctionnaires des pays qui ont participé aux ateliers techniques dans le passé et aux fonctionnaires des bureaux nationaux de la statistique en Afrique, mais également des communautés économiques régionales, particulièrement importants pour l'harmonisation, et de nos organisations partenaires et des partenaires du développement en tout ce qui concerne la statistique des recettes publiques en Afrique et les mobilisations des ressources domestiques. Veuillez noter également que nous avons organisé avec nos partenaires un webinaire anglophone hier après-midi auquel ont participé également un nombre de pays et une 60aine de participants. Donc, je souhaiterais maintenant procéder aux remarques introductives de nos 3 organisations partenaires qui dirigent l'initiative statistique des recettes publiques en Afrique, donc l'Union africaine, l'ATAF et l'OCDE.
et souhaiterais en premier lieu donner la parole à l'Union africaine si mon grand frère Yehodo Sina est connecté. Alors, je crois qu'il y avait peut-être un léger problème de connexion avec Addis Ababa tout à l'heure. Donc, si Yeo n'est pas disponible, je proposerai de donner la parole à notre autre partenaire et donc de donner la parole à Nara Monkam, qui est directrice de recherche du Forum de l'administration fiscale africaine à ATAF. Nara, je vous donne donc la parole. Vous avez environ 5 minutes. La parole est à vous. Merci beaucoup Arthur et bienvenue à tous les participants, nos représentants des administrations fiscales en Afrique et en particulier tous les responsables, les points focaux de la recherche, des statistiques et de la planification de nos administrations fiscales. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour ne pas présenter la vidéo parce que ici, à Pretoria, Internet est assez instable. On a eu le même problème hier. Donc, mais je suis sûre que de toute façon, la plupart d'entre vous, on a déjà eu l'opportunité de se rencontrer. Donc, bienvenue à vous tous. Je voulais juste vous dire que, et aussi évidemment, pardon, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les partenaires de la Commission de l'Union africaine et évidemment aussi de l'OCDE qui sont nos partenaires dans ce projet. Donc, pour l'instant, en fonction de dans cette crise pandémique où nous sommes à présent, on ne saurait trop insister sur l'importance de la collecte des données, en particulier des statistiques des recettes publiques en Afrique, surtout pendant cette période, comme je l'ai dit. Donc, les administrations fiscales, nous générons des quantités assez considérables de données qui proviennent de toutes sortes de déclarations et de relevés fiscaux, et de toutes sortes de catégories d'impôts et de taxes. Mais malgré cela, ces impôts ne sont pas généralement collectés et sont généralement ces données sont généralement sous-collectées et sous-utilisées. Donc, les statistiques et leur analyse, comme vous le savez, sont une condition nécessaire pour une meilleure formulation des politiques et une meilleure planification fiscale également. En effet, sans elle, il ne peut pas y avoir de politique ni de réforme efficace. Ces statistiques sont d'autant plus importantes pendant cette pandémie du COVID-19 pour analyser et mieux évaluer les impacts des décisions prises, mais aussi de les récalibrer le cas échéant et surtout de mettre en œuvre des mesures plus adaptées en cas de crise similaire future. Donc, en d'autres termes, les données et aussi la collecte de ces données et évidemment leur analyse approfondie doivent faire partie intégrante de la politique et de l'administration fiscale. Donc, depuis 2015, date à laquelle la TAF, la CUA et l'OCDE ont commencé à travailler à la préparation de la première édition des statistiques des recettes en Afrique, nous, les partenaires, nous avons reconnu les avantages d'une harmonisation des exigences de collecte des données par les différentes institutions internationales, mais tout en préservant les avantages comparatifs, évidemment, de chacun de nos projets. Non seulement pour éviter le double emploi, mais aussi, enfin, de réduire la charge que représente pour les pays la collecte des mêmes données pour des organisations différentes. Et dans ce sens-là, nous vous avons écouté parce que vous avez à plusieurs reprises, non seulement au niveau de ce projet, mais aussi au niveau du projet des perspectives fiscales africaines au niveau de la TAF, vous avez exprimé cette doléance-là. dont nous vous avons écouté et nous continuons de travailler dans ce sens-là. Donc, comme vous le savez, les deux publications, surtout vous, les points focaux, qui faites partie des deux projets, nous avons déjà dit, nous avons discuté que ces deux projets sont complémentaires dans le sens qu'elles représentent un pas important vers l'amélioration de la comparabilité, de la qualité et aussi de l'accessibilité des données sur les recettes publiques à travers le continent. Mais en outre, comme vous le savez, les publications annuelles des PFA de la TAF elles mettent l'accent sur les données, non seulement des recettes, mais aussi des douanes, et sur les données administratives clés qui visent à améliorer la performance des administrations fiscales et à formuler évidemment des recommandations politiques
destinés à améliorer nos systèmes fiscaux. Donc, dans un avenir très proche, nous, les partenaires, on continue de viser à accélérer le processus d'harmonisation, comme je l'ai dit, des données sur les recettes en Afrique, sous la direction de la CUA et de la TAF, en soutenant l'élaboration d'une classification des recettes africaines qui est propre au pays, mais aussi évidemment qui est harmonisée en fonction des normes internationales. Donc, les méthodologies de collecte de données devraient, dans la mesure du possible, être alignées tout en respectant évidemment vos exigences de collecte au niveau des différents pays. Donc, c'est ce que je voulais dire en note introductive, et sur ce, je vous remercie tous et j'espère que nos délibérations seront fructueuses. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nara. C'était très instructif. Donc, pour formuler les politiques basées sur l'évidence, évidemment, en mettant en exergue l'accessibilité, la comparabilité et l'harmonisation des données au niveau national, régional, international. Merci infiniment. Je vais bientôt passer la parole à mes collègues qui pourront commencer à présenter la mobilisation des recettes intérieures en Afrique, les tendances au fil du temps. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Donc, les tendances au fil du temps. Et avant tout cela, l'Union africaine et mon frère Guillaume étant, je crois qu'ils ont des problèmes de connexion, donc nous leur donnerons la parole après, dès qu'ils seront disponibles et connectés. Et je tiens de nouveau à vous remercier au nom des partenaires et au nom de l'OCDE, et en particulier l'Union européenne pour son initiative, ainsi que notre collègue Bénédicte Madel, qui est donc le chef du secteur de la mobilisation des ressources domestiques à la Commission de l'Union européenne et qui pourra prendre la parole tout à l'heure. Donc maintenant, je vais donner la parole à Léonie, qui pourra donc présenter la mobilisation des recettes intérieures en Afrique avec un PowerPoint qu'on va vous partager par écran. Léonie, la parole est à toi. Merci Arthur. Donc, comme expliqué, je vais vous présenter les recettes de l'édition de l'année. Je vais vous présenter les principaux résultats de la publication de l'année dernière des statistiques des recettes publiques en Afrique. Et c'est une présentation qui est préparée avec ma collègue Emmanuelle Modica et aussi avec Sébastien Maclay. Est-ce qu'on peut voir l'autre slide pour favor? Donc, les statistiques des recettes publiques en Afrique sont une initiative conjointe du Forum africain sur l'administration fiscale, de la Commission de l'Union africaine et aussi de l'OCDE et de son centre du développement, et avec le soutien technique de la Banque africaine de développement, du cercle de réflexion d'échange des dirigeants des administrations fiscales et aussi de l'Organisation mondiale des douanes. Et nous remercions aussi les partenaires des développements qui soutiennent et rendent possible l'initiative statistique des recettes en Afrique. C'est l'Union européenne et aussi les gouvernements d'Irlande, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède et aussi du Royaume-Uni. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'édition 2019 couvre 26 pays africains et près de 3/4 du PIB de l'Afrique. Et cette édition a inclus pour la première fois la Guinée équatoriale, le Madagascar, la Mauritanie, le Nigeria et les Seychelles. Et on attend au moins 30 pays dans l'édition 2020. Et le rapport donne un aperçu de principales tendances de recettes fiscales dans la région. En fait, est-ce que tu veux changer au deuxième diapo? Je crois qu'il y a un problème avec la présentation. Non, juste la deuxième. Non, l'autre. Super, merci. Non, l'autre. Donc, le rapport donne un aperçu de principales tendances de recettes fiscales dans la région, ainsi que la composition des recettes fiscales entre 1990 et 2017.
et présente également une moyenne pour les 26 pays africains, ce qu'on peut aussi comparer avec les moyennes de la région de l'Amérique latine et aussi de Caraïbes et aussi à la moyenne de l'OCDE. Le rapport fournit aussi des informations essentielles sur les systèmes fiscaux de la région et aussi le recouvrement des recettes au cours de dernières années. Et même si le rapport ne couvre pas la période allant jusqu'à 2020, le rapport quand même fournit une toile de fond importante pour comprendre la capacité fiscale de la région à répondre à la crise de la COVID et constitue aussi un point de départ pour examiner l'impact de la COVID-19 sur les recettes publiques. La prochaine dia. Merci. Donc ici, on voit les recettes fiscales en pourcentage du PIB dans les 26 pays en 2017 et aussi pour les 3 moyennes en gris. Donc la moyenne Afrique des 26 pays était à 17,2% du PIB en 2017 et c'était quand même un peu inférieur à la moyenne de l'Amérique latine et les Caraïbes qui était à 22,8% et à la moyenne de l'OCDE qui était à 34,2% en 2017. Mais la moyenne Afrique cache un peu la grande variation entre les pays. Donc, à Nigeria, on a eu une version un PIB de 5,7% du PIB au Nigeria et aux Seychelles, c'était à 31,5% du PIB. Prochaine diapo. Mais en fait, cette variation, c'est tout à fait normal dans toutes les régions du monde. Donc, vous voyez ici les recettes fiscales pour 100 pays dans 4 régions et on voit bien que dans 60 pays sur les 100 figurant dans la base des données, ils ont eu un ratio supérieur à 20%. Et ça, c'est aussi le cas pour 6 pays sur 26 en Afrique. Merci. Donc ici, on voit le changement entre 2016 et 2017. Et on voit que la moyenne africaine est restée inchangée à 17,2% pour la 3e année consécutive en 2017. Mais les ratios impôts-PIB dans les pays africains, ils ont augmenté dans 15 des pays et ils ont diminué dans 10 et un pays est resté échangé. Donc, la plus forte diminution a eu lieu à la République du Congo en 2017 de 3,4 points de pourcentage et cette diminution des recettes était suite à une récession économique et aussi aux nouvelles réglementations sur les hydrocarbures introduites en 2016 pour attirer les nouvelles compagnies pétrolières internationales grâce à un régime fiscal-douanier plus généreux. En Égypte, par contre, le ratio impôt-PIB a augmenté de 1,8 points de pourcentage entre les 2 ans et c'était principalement en raison d'une augmentation des recettes de la TVA. Et cette augmentation faisait suite à une vaste réforme de la TVA qui était mise en œuvre en 2017 et cette réforme a élargi l'assiette de la TVA, aussi réduit les exonérations et aussi le taux normal de la TVA était augmenté. Prochaine dia. Donc ici, on voit les 3 moyennes des recettes fiscales en pourcentage du PIB entre 2000 et 2017 et aussi la tendance des recettes non fiscales de moyenne africaine. Donc, on voit qu'entre 2010 et 2017, les recettes fiscales en Afrique ont augmenté de 1,9 points de pourcentage en moyenne. Et ça, c'était très similaire aux autres régions. L'OCDE a aussi augmenté de 1,9 points de pourcentage et l'Amérique latine et les Caraïbes ont aussi augmenté de 1,7 points de pourcentage pendant la même période. Mais par contre, l'augmentation des recettes fiscales en Afrique a été compensée par une baisse des recettes non fiscales qui sont passées de 7,5% du PIB en 2010 à 5,7% du PIB en 2017. Prochaine dia. Merci.
Donc ici, on voit la structure fiscale pour les principaux types d'impôts pour les 3 moyennes et aussi pour les pays africains. Et on voit qu'il y a 3 groupes. Donc les groupes des pays à gauche et au milieu dépendent principalement des impôts sur les biens et les services, et ceux des 3 sur les impôts sur les revenus et les bénéfices. Donc, le groupe des pays le plus à gauche a une part des recettes des TVA plus élevée que la part des recettes provenant des autres impôts sur les biens et services, comme les accises ou les droits des douanes. Et en fait, c'est l'inverse pour l'autre groupe, donc le groupe du pays des milieux. Et l'économie africaine dépend donc fortement des impôts sur les biens et services, qui représentent 50,7% des recettes fiscales totales dans les 26 pays. Et les taxes sur la valeur ajoutée représentaient 29,4% du total des recettes fiscales. En moyenne, l'impôt sur les sociétés a généré aussi 18,6% des recettes fiscales totales, qui est une proportion plus élevée que dans la région Amérique latine et Caraïbes et aussi dans l'OCDE. Donc, dans l'ensemble, la structure fiscale des pays participants a évolué au cours de la dernière décennie de la TVA et aussi l'impôt sur les revenus des personnes physiques, représentant en moyenne une proportion plus élevée en 2017 par rapport à 2008. Toutefois, les impôts sur les revenus des personnes physiques et aussi les cotisations de sécurité sociale restent quand même très faibles en Afrique en comparaison avec les autres régions. Prochaine dia. Donc ici, on voit les niveaux de recettes des impôts liés à l'environnement en pourcentage du PIB repartis selon les 4 types de sources des impôts, donc l'énergie, le transport, les ressources, aussi la pollution. Et les impôts liés à l'environnement jouent un rôle plus en plus important dans de nombreux pays, en intégrant un signal de prix dans les décisions des consommateurs. Ces impôts encouragent aussi les entreprises et les ménages à prendre en compte les coûts sociaux et leurs actions. Les recettes fiscales en Afrique liées à l'environnement varient de 0,2% du PIB en Côte d'Ivoire jusqu'à 4,4% aux Seychelles. Donc, en Nigeria, il n'y avait pas d'impôts liés à l'environnement. En moyenne, les recettes des taxes liées à l'environnement s'élevaient à 1,3% du PIB en 2017, qui est moins que la moyenne de l'OCDE de 2,3% du PIB, mais plus que la moyenne de l'Amérique latine et les Caraïbes, qui est à 1,1% du PIB. Et les recettes provenant des produits énergétiques représentaient en moyenne environ 2 tiers des recettes fiscales liées à l'environnement, et les recettes provenant des taxes sur les véhicules à moteur et les transports représentaient la majeure partie du reste. Et les recettes fiscales provenant d'autres bases liées à l'environnement étaient négligeables. Donc, et cette répartition, c'est en fait très similaire à la répartition dans tous les pays de l'OCDE, aussi de l'Amérique latine. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Emmanuelle. Je te remercie, Léonie, et bonjour à tous. Prochaine diapo, s'il te plaît. Prochaine diapo. Merci. Alors, je vais en effet vous parler des recettes non fiscales dans la publication. Donc ici, vous voyez les recettes non fiscales en rapport avec les recettes fiscales. Les recettes non fiscales vont de 0,5% du PIB pour l'Afrique du Sud jusqu'à 18,7% du PIB pour le Botswana en 2017. En général, les recettes fiscales sont supérieures aux recettes non fiscales, presque dans tous les pays, à l'exception donc du Botswana, de la République du Congo et de la Guinée équatoriale. Et vous le voyez, ce sont les 3 pays qui sont au-dessus de la ligne. Alors, en ce qui concerne le Botswana, les recettes de l'Union douanière d'Afrique australe représentent la majorité de leurs recettes non fiscales, tandis que les loyers, les redevances et notamment qui proviennent du pétrole représentent la majorité des recettes non fiscales en République du Congo et en Guinée équatoriale.
Prochaine diapo. Alors, les statistiques des recettes publiques en Afrique constituent une toile de fond importante pour analyser l'impact de la Covid-19 sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique, et cela de deux manières. Alors, premièrement, la publication nous fournit des informations sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique au début de la crise, donc en termes de structure et de niveau d'imposition, ce qui fournira une toile de fond importante pour mesurer l'impact de la Covid sur les systèmes fiscaux africains, mais aussi elle peut nous donner des indications sur l'impact de chocs économiques qui se sont passés antérieurement, des chocs économiques, l'impact sur les recettes, et en sachant bien que le choc de la Covid-19 est bien sûr de nature différente que les chocs antérieurs. Alors là, ce que je vous montre justement, c'est la crise mondiale financière qui s'est déroulée en 2008-2009, qui est un des chocs justement clés du passé. Et cette diapositive donc montre l'évolution des recettes fiscales et non fiscales en pourcentage du PIB entre 2008 et 2010 pour les pays africains et la moyenne africaine. Alors, pendant cette crise financière mondiale, les recettes fiscales ont diminué de 0,3 points de pourcentage en Afrique, et plus de la moitié des pays africains ont enregistré une baisse de leurs recettes fiscales entre 2008 et 2010. Et en particulier, le Cap-Vert, Madagascar, l'Afrique du Sud et le Maroc ont connu des baisses supérieures à 2 points de pourcentage. La baisse des recettes fiscales en Afrique a été principalement due à l'impôt sur le revenu des sociétés et à la TVA. Par exemple, les baisses de l'impôt sur le revenu des sociétés ont été supérieures à 1 point de pourcentage en Afrique du Sud, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et les baisses des recettes de TVA ont été supérieures à 1 point de pourcentage aussi au Cap-Vert et à Madagascar. Alors, en ce qui concerne les recettes non fiscales, elles ont diminué en moyenne de 1,8 point de pourcentage. Généralement, les recettes non fiscales sont plus volatiles que les recettes fiscales, et ce qui est particulièrement visible en période de crise. Et la volatilité de ces recettes non fiscales sont aussi très largement dépendantes de la structure des recettes non fiscales. Les baisses des recettes non fiscales se sont produites donc principalement pour les loyers et les redevances, mais aussi pour les recettes de l'Union douanière de l'Afrique australe, pour Eswatini et pour le Botswana. Donc, par exemple, comme vous pouvez le constater sur le graphique ici, il y a des baisses importantes qui ont été observées dans les pays qui dépendent fortement des rentes et des redevances pétrolières, en particulier donc, le Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Les données ne sont pas disponibles pour le Nigeria pour cette période. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Afrique, comme dans le reste du monde, le niveau des recettes fiscales est étroitement lié à la croissance économique et a tendance à diminuer plus rapidement que le PIB en temps de crise. Bien qu'il soit un peu trop tôt encore, les premières données sur les variations du PIB dues à la Covid montrent déjà des baisses importantes dans de nombreux pays. Ce qui indique que la crise de la Covid-19 pourrait entraîner une chute vraiment importante des recettes publiques en Afrique à court terme. Prochaine diapo aussi. Prochaine diapo, Marie-Aurélie, s'il te plaît. Merci. Alors là, ce que vous voyez, ce sont la structure des recettes non fiscales, et vous voyez aussi de nouveau une grande variation d'un pays à un autre.
Donc, ce qu'on peut constater, on s'est divisé en 3 groupes principaux. Le premier groupe, qui est le groupe de pays le plus à gauche, ce sont 10 pays qui reçoivent la majorité de leurs recettes non fiscales sous forme de dons de l'aide extérieure. Et vous constatez aussi que le niveau de revenu national par habitant est aussi un des plus bas comparé aux pays des 2 autres groupes. Les pays du milieu, là, du groupe du milieu, sont les 7 pays reçoivent davantage de recettes non fiscales en provenance des recettes des rentes et des redevances. Et les autres pays, le groupe le plus à droite, ont des recettes non fiscales qui proviennent d'autres types de recettes non fiscales. Par exemple, je l'ai mentionné un peu auparavant, on y trouve le Botswana et Eswatini qui reçoivent donc la majorité de leurs recettes non fiscales de la part de l'Union douanière d'Afrique australe. Prochaine diapo. Alors, ici, je voulais vous montrer la volatilité des recettes non fiscales au cours du temps et je m'attarde sur 3 exemples. Non, voilà. Le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Botswana. Et là, vous pouvez constater aussi que la structure des recettes non fiscales est très variable, hein. Le Burkina Faso reçoit la majorité de ses recettes non fiscales sous forme de dons, tandis qu'en Guinée équatoriale, la plupart de ces recettes proviennent des loyers et des redevances. Et le Botswana, comme je l'ai dit, des recettes de l'Union douanière d'Afrique australe. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une tendance à la baisse des recettes non fiscales, et ici, quel que soit le type de recette non fiscale. Prochaine diapo. Alors, voilà, donc je voulais simplement maintenant, pour terminer cette présentation, présenter les points importants en fait, de cette présentation. Et ce qu'il faut retenir de cette présentation, alors premièrement, les recettes fiscales en Afrique ont plafonné à 17,2% du PIB, et ça depuis 3 années consécutives. Les ratios de recettes fiscales en pourcentage du PIB sont très variables et varient de 5,7% du PIB au Nigeria à 31,5% aux Seychelles. On a vu que les impôts sur les biens et services sont la principale source de revenus et représentent en moyenne 53,7% du total des recettes fiscales. Et en elle-même, la TVA représente 29,4% du PIB. On a vu aussi que l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité sociale jouent un rôle moins important en Afrique que dans d'autres régions du monde, et elles restent encore assez basses par rapport aux autres régions. Enfin, les impôts qui sont liés à l'environnement continuent à augmenter, et il est encore possible de poursuivre cette augmentation à l'avenir. On a vu aussi que les recettes non fiscales depuis 2010 ont continué à diminuer. Et enfin, nous avons vu que la crise financière mondiale montre que la Covid-19 pourrait aussi faire reculer la mobilisation des ressources intérieures en Afrique, et le futur va nous le dire. Voilà, je vous remercie et je te repasse la parole, Arthur. Merci infiniment, Emmanuel. Merci, Léonie, et merci à toutes et à tous pour votre attention. Je tiens tout d'abord à vous informer que malheureusement, il semble qu'il y ait des problèmes de connexion Internet à Addis Abeba, ce qui a pour implication que nos amis, nos partenaires de l'Union africaine ne peuvent pas se connecter. Donc, ils vous envoient évidemment leurs salutations, mais aussi leurs excuses, car donc, ils avaient beaucoup apporté au séminaire hier en anglais, et ils auraient aimé pouvoir faire la même chose
dans le séminaire francophone, bien évidemment. Et malheureusement, ce n'est pas possible pour des raisons techniques. Donc voilà, je transmets leurs salutations et évidemment, ils soulignent l'importance du projet pour pouvoir, comme Nora l'a souligné tout à l'heure, pour pouvoir harmoniser les statistiques et avancer vers des formulations de politiques meilleures grâce à de meilleures statistiques. Avant de passer à la troisième session, je souhaiterais rappeler un point important qui a été mentionné par Léonie et aussi par Emmanuel en conclusion, qui est la comparabilité de ces statistiques. En effet, si l'on voit la moyenne africaine à 17,2% sur les pays que nous couvrons, on peut juger évidemment que c'est moins que l'Amérique latine, par exemple, à 22,7% du ratio impôt sur le PIB, ou encore de l'OCDE, 34,2%. Mais lorsque l'on voit l'hétérogénéité entre les pays, les différences, on voit bien qu'il y a des pays qui ont réussi à faire d'immenses progrès, puisqu'on a les Seychelles à 31,5%, la Tunisie à 31,2%, l'Afrique du Sud à 28,4%, ou encore le Maroc à 27,6%, ou le Togo en Afrique de l'Ouest à 21%. Et si on compare avec d'autres régions du monde, on voit que, par exemple, ces pays font mieux que certains pays d'Amérique latine, comme le Chili, qui est très connu pour ses réformes, mais dont le ratio impôt sur le PIB est uniquement à 20%, ou encore le Mexique, qui lui aussi est un pays membre de l'OCDE, mais dont le ratio est à 16%, ou encore le Guatemala, 12,4%. Donc, c'est vraiment un message, cette comparaison renforce ce message optimiste sur lequel la mobilisation et l'amélioration des politiques est vraiment possible et totalement à la portée des différents pays du continent grâce à la comparaison par les politiques et à l'apprentissage commun entre les pays africains et aussi leurs partenaires. Maintenant, permettez-moi de passer à la troisième session qui est sur les facteurs susceptibles d'affecter l'avenir de la mobilisation des ressources intérieures en Afrique et voilà, qui va aussi être enrichi par les perspectives que nous pouvons avoir d'autres régions du monde. Donc, les représentants de nos trois institutions, en particulier l'ATAF et l'OCDE, puisque malheureusement, notre troisième mousquetaire, l'Union africaine, ne peut pas participer pour des raisons techniques. Nous vont formuler des commentaires sur les facteurs susceptibles d'affecter l'avenir de la mobilisation des ressources techniques en Afrique. Il y a enfin une session de commentaires avec des questions et réponses, donc je vous encourage à utiliser de manière à pouvoir une interaction à la fin de cette session. Je souhaiterais sans plus attendre donner donc la parole à Nara d'ATAF qui va présenter les travaux récents de l'ATAF sur l'administration fiscale et le développement politique en réponse à la pandémie du coronavirus en Afrique. Nara, vous avez la parole, vous avez environ 10 minutes. Merci. Alors, Nara, je ne sais pas si les autres participants vous entendent. Je ne vous entends pas. Oui, allô? Ah, parfait. C'est parfait. La parole est à vous. On est tout Merci beaucoup. Désolée, j'avais oublié de unmute. Merci beaucoup, Arthur, et merci aux deux présentatrices précédentes. Donc là, moi, je vais parler un peu de ce que nous avons fait récemment au niveau de la TAF pour essayer de parer aux effets du Covid-19. Donc, on peut aller directement au dia 3. Donc, on voit ici que, au dia 3, s'il vous plaît, sur l'introduction, oui, voilà. Donc, le Covid, désolé, à nouveau, on n'a pas eu le temps de traduire les diapos en français, mais on va vous les envoyer dès que possible. Ainsi que l'audio de ce webinaire. Donc, on voit que le Covid-19, évidemment, menace toute l'Afrique en ce moment et que tous les types d'impôts, que ce soit la TVA, l'impôt sur les personnes physiques ainsi que les retenues à la source et l'impôt sur les sociétés, tous sont évidemment affectés.
Donc, on a mené 3 enquêtes au niveau de nos pays membres et on a effectivement produit un rapport sur l'administration fiscale et les développements politiques en réponse à la pandémie du coronavirus en Afrique. Donc, ce rapport est disponible déjà en anglais et il devrait être disponible en anglais, en français et en portugais dans quelques jours. Donc, ces diables vous donneront un peu quelques points de ce rapport. Donc, les administrations fiscales, elles font face à un double défi actuellement. D'un côté, il est impératif de recouvrer davantage de recettes fiscales et d'un autre côté, on doit mettre en œuvre des mesures d'allègement fiscal à nouveau. Donc, on voit que l'Afrique, non seulement elle a vécu la même chose au niveau de Ebola, qui a principalement frappé le Libéria et la Sierra Leone avec à peu près une réduction de 12% de leur PIB, qui représente à peu près 2 milliards de dollars. Je crois autour des années 2016 et 2017. Et aussi, évidemment, on a eu l'impact de la pandémie de la grippe espagnole en 1918. Pardon. Donc voilà, donc par rapport à ces pandémies-là, évidemment, les administrations fiscales font face à ce double défi. Dia suivant. Donc, comme je l'ai dit, on a mené 3 enquêtes au sein de nos pays membres. Et la première enquête portait sur les mesures d'allègement fiscal et non fiscal auxquelles 23 pays ont répondu. Le dia suivant, s'il vous plaît. Et la seconde enquête portait sur les recettes douanières auxquelles 18 pays ont répondu. Et la troisième enquête se portait sur la continuité des activités et 17 pays ont répondu à ce questionnaire, à cette enquête-là. Donc, dia suivant. Ici, on vous montre à peu près les effets des allègements fiscal par différents types d'impôts. Et on voit que la retenue à la source ainsi que l'impôt sur les personnes physiques ont fait l'objet de plus d'allègements fiscal pour évidemment parer aux conséquences du COVID-19. Et après, qui s'est suivi évidemment de l'impôt sur les sociétés ainsi que la TVA. Le dia suivant montre que, en fait, il montre la fréquence de l'utilisation de ces allègements fiscaux et on voit que le prolongement des délais de déclaration d'impôts ainsi que le paiement de ces impôts-là a été plus utilisé comme mesure d'allègement fiscal et suivi par des mesures liées à l'amélioration de la trésorerie des entreprises ainsi que le support du système de santé. Le dia suivant montre que, en fait, décrit en fait les types de mesures non fiscales, les types d'allègements non fiscaux qui ont été mis en œuvre pour à de nouveau parer aux effets de la pandémie. Et à peu près, on a vu à travers la réponse qu'il y avait à peu près 121 mesures qui ont été mises en œuvre non fiscales. Et on les a regroupées en 3 catégories. Non seulement des mesures liées à la préservation de la santé, qui incluent évidemment des mesures telles que la distance sociale, le confinement partiel ou total, le port obligatoire évidemment des équipements de protection, la fermeture des frontières, ainsi que la suspension des rassemblements sociaux, mais aussi des supports liés au soutien aux entreprises, tels que le régime des prêts aux entreprises agricoles, les mesures de soutien industriel ainsi que l'introduction des régimes de remboursement des prêts bancaires. Et évidemment, il y avait également des mesures liées au support des ménages. Le dia suivant montre quelques réponses sur quelques résultats par rapport à l'enquête sur la continuité de l'activité. On voit qu'à peu près 75%
des personnes interrogées ont indiqué qu'en fait, que leur administration fiscale disposait effectivement d'un plan de continuité des activités pour parer aux effets du Covid-19, mais à peu près 20% n'en avaient pas. Et 60% ont confirmé que ces plans de continuité des activités étaient en cours de mise en œuvre, évidemment, pour faire face aux effets du Covid, mais à peu près 30% ont déclaré qu'ils n'étaient pas encore mis en œuvre. Et comme vous le savez, les pays africains ont été un peu plus en retard dans la réponse par rapport au Covid. Et les principales raisons de cette non-implication sont d'un côté le manque de ressources, que certains ont parlé pour expliquer la non-applicabilité de ces plans de continuité, mais d'autres ont dit évidemment qu'il y a un problème de hiérarchisation des priorités dans ce cas-là. Désolée. Donc, ça, c'est au niveau des enquêtes sur la continuité des activités. Donc, le dia suivant montre un peu les effets. On a essayé d'estimer pour l'instant les effets du Covid-19 sur les recettes douanières en comparant les recettes douanières réelles par rapport aux recettes douanières prévisionnelles. Et on voit, comme vous voyez là, la ligne orange et la ligne bleue, on voit que s'il n'y avait pas, on n'avait pas fait face à cette pandémie, évidemment, les recettes douanières auraient été un peu plus élevées pour la période février, mars et avril. Et le dia suivant donne un peu plus de précision sur l'ampleur des recettes, des pertes et évidemment une estimation. Les premières projections ont indiqué que pour les 18 pays qui nous ont fourni les données, la perte des recettes douanières était estimée à entre 400 et 500 millions de dollars pour la période de 3 mois, comme je l'ai dit, de février à avril 2020. Et au niveau de l'ensemble du continent, cette estimation se porte à peu près $1 milliard en recettes également pour la même période. Donc, en conclusion, le dia suivant, on peut dire que, évidemment, les pandémies mondiales ont des effets négatifs graves sur les recettes fiscales. Et évidemment, les administrations fiscales font face à ce double défi mentionné précédemment. Et on a vu que certains pays ont accordé des mesures d'allègement fiscal sans imposer normalement de plafond ni de clause de caducité. Et ça, c'était un peu un problème qu'on a remarqué dans les réponses, tandis que d'autres n'ont pas prévu nécessairement des budgets suffisants à cet effet-là. Et en ce qui concerne les recettes douanières, comme on a dit, pour les 18 pays, la moyenne est à peu près à 500 millions de dollars pour les 3 premiers mois de la crise en termes de recettes douanières, en termes de pertes au niveau des recettes douanières. Quelques recommandations. Le dia suivant, en ce qui concerne les mesures d'allègement fiscal. Donc, normalement, les administrations devraient, et les ministères de Finances et les administrations fiscales devraient envisager évidemment de revoir les objectifs de recettes. Et elles devraient être aussi en mesure de se focaliser sur des flux de revenus qui ne sont pas encore pleinement exploités. Notamment les impôts fonciers, par exemple, et évidemment essayer de renforcer l'attention sur des secteurs clés comme les télécommunications, le système bancaire, etc. Donc, cette pandémie a aussi mis en évidence la nécessité de moderniser les systèmes de technologie et d'information. Donc, ça devient un problème, non, ça a toujours été un problème majeur au niveau de la plupart des administrations fiscales africaines, mais le besoin est renforcé avec cette crise-ci. Et il est également important de placer des plafonds et des clauses de caducité sur les mesures d'allègement fiscal qu'on a mis en place et qu'on prévoit de mettre en place dans l'avenir.
Et il faut également mettre en place des équipes d'experts pour faire le suivi et l'évaluation de ces mesures-là. Et également, finalement, les gouvernements devraient augmenter le financement des administrations fiscales parce que au-delà de la période Covid, on voit déjà que certaines administrations fiscales rencontrent déjà des difficultés de fonctionnement en ce sens-là. Quelques recommandations au niveau non fiscal, des mesures d'allègement non fiscal, le dia suivant. Ici, on recommande qu'il faut envisager de faire le suivi des dépenses publiques liées à ces mesures mises en œuvre parce qu'on doit faire attention, comme vous le savez, les dettes publiques sont en train d'augmenter de manière exponentielle dans plusieurs pays africains. Et c'est très important qu'on fasse très attention au suivi de ces dépenses publiques-là pour aider. Et aussi, il faut autoriser des déplacements, il faut faire en sorte qu'on autorise des déplacements transfrontaliers seulement pour des raisons majeures. Et il faut également envisager une approche progressive pour assouplir les restrictions en matière de confinement. Comme on voit déjà dans plusieurs pays aux États-Unis et en Europe, les pays qui n'ont pas pris des mesures claires au niveau des restrictions sont en train de revoir une augmentation des cas de COVID-19. Et il faut également aussi faire attention, porter une attention particulière au secteur informel. Comme vous le savez, la plupart de nos équipes d'économie, le secteur informel est assez répandu et c'est un secteur qui est en train de souffrir énormément de cette pandémie. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière à ce secteur-là. Sur le slide suivant, on a vu également que c'est très important, la gestion du risque d'entreprise est très important, mais aussi trouver une façon de gérer la fraude fiscale. On voit qu'évidemment la fraude fiscale est en train d'augmenter aussi, donc il faut faire attention à ça et ainsi que la continuité des activités. Donc, en ce qui concerne la gestion du risque, il faut envisager la création évidemment de comités de gestion de risque au niveau des institutions de nos administrations africaines et de mettre en place des plans de reprise après la crise. Et comme mesure de lutte contre la fraude fiscale, il faut vraiment tirer parti d'éthique pour enregistrer et faire le suivi de tous les contribuables qui ont reçu évidemment des mesures d'allègement. Il faut également appliquer des amendes punitives pour dissuader les fraudeurs et, si nécessaire, criminaliser les infractions fiscales. Et puis mener aussi évidemment des campagnes d'éducation et faire en sorte qu'on protège, on continue de protéger les systèmes TIC contre les cyberattaques et aussi les données des contribuables. Il faut continuer également d'élaborer des plans de continuité des activités et de les mettre en œuvre et encourager les contribuables à utiliser les canaux numériques. Et il faut évidemment continuer d'investir dans des plateformes TIC assez robustes. Comme on l'a vu, la plupart de nos membres nous disent à quel point ils ont souffert pendant cette période Covid parce qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, travailler de la maison parce que le serveur la façon dont le serveur est construit dans la plupart des administrations fiscales ne permet pas de travailler en dehors des bureaux. Donc, finalement, le slide suivant, quelques recommandations au niveau des recettes douanières. Il faut considérer, évidemment, il faut envisager d'intensifier les contrôles a posteriori. Et évidemment, pour respecter la distance sociale par rapport à ça, on pourrait envisager l'utilisation des drones. Comme vous le savez, certains de nos pays utilisent déjà des drones au niveau de l'impôt foncier, comme le Rwanda et le Ghana. Donc, peut-être on peut envisager évidemment l'utilisation des drones pour se focaliser justement sur ces canaux des douaniers qui ne sont pas très visibles. Il faut également mettre en place des systèmes pour freiner les activités de la contrebande parce qu'on voit que, évidemment, certains pays font déjà face à une augmentation de la contrebande, surtout au niveau de la cigarette et de l'alcool. Comme vous le savez, certains pays ont mis des restrictions à ces deux niveaux-là. Et il faut continuer d'adopter des pratiques de gestion de risque, évidemment, et d'accroître la coopération inter- et intra-agences
entre les douanes et d'autres services gouvernementaux. Et évidemment, accroître l'échange d'informations entre les douanes et les impôts intérieurs. Donc voilà à peu près les points saillants qui sont ressortis de ce rapport et de ces enquêtes préliminaires. Et comme je vous l'ai dit, les rapports en anglais, français et portugais seront disponibles dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nora, pour cette présentation vraiment illuminante et qui montre bien la complémentarité entre les différentes approches et évidemment l'utilité d'avoir des enquêtes de terrain qui nous permettent de faire remonter en temps réel les informations de la part des experts et qui met aussi en exergue l'importance d'approches multisectorielles de manière à avoir des politiques qui soient coordonnées, qui soient plus efficaces, évidemment entre différents secteurs au niveau de pays, au niveau national, mais après avec les communautés économiques régionales et au niveau continental. À ce sujet, l'Union africaine avait lancé un rapport sur les flux financiers illicites et nous travaillons aussi avec l'Union africaine sur les dynamiques du développement en Afrique. Le prochain thème sera sur la digitalisation, qui a aussi toute son importance aujourd'hui dans un contexte de Covid pour les réformes fiscales. Je tiens également à mentionner une question qui nous est arrivée, à laquelle nous pourrons répondre dans la 4e partie, mais Nora, je vous la formule tout de suite. Est-ce qu'une question qui a été posée par M. Raymond William Papandi? Est-ce que la mise en place d'un régime favorable peut être une garantie au développement économique d'un État en période de récession? Je vais formuler maintenant, mais nous y reviendrons en 4e partie, de manière à rester dans les temps. Je souhaiterais sans plus attendre donner la parole à M. Sébastien Marclay, qui aura donc 8 minutes pour faire sa présentation. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Parfait. D'accord. Est-ce que c'est moi de mettre la présentation en ligne? Alors, est-ce que ce serait possible de… Non, normalement, nos collègues vont mettre le PowerPoint. Je peux le faire, sinon. OK. Parfait. Ça marche? Tu vois, tu as la main. OK, une seconde. D'accord. Il faut le mettre en slideshow, c'est ça? En plein écran, oui. OK, from beginning. OK, ça marche? Parfait. OK, merci. Désolé. OK, alors merci à tous de nous avoir joints ici dans ce webinaire. Alors moi, je suis Sébastien Marclay. Moi, je suis statisticien et je travaille avec Emmanuel et Léonie sur les échanges de données avec les points focaux et sur la compilation, l'analyse des données. Alors, je crois que plein d'entre vous me connaissent déjà par les échanges par email. Mais aujourd'hui, je vais parler de la zone de libre-échange continentale africaine et son impact sur les recettes publiques. Ça correspond au chapitre 3 de la dernière édition des statistiques des recettes publiques en Afrique. Et c'était écrit par des auteurs de l'Union africaine et de l'OCDE. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un pilier d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. En fait, c'est un projet qui vise à contrer un obstacle vers le développement économique en Afrique, qui est la fragmentation de l'économie du continent. Du coup, cette zone de libre-échange vise à créer un marché unique et faciliter la libre circulation des personnes. C'est une initiative récente. L'accord portant à la création de cette zone de libre-échange a été entré en vigueur le 30 mai 2019. Un mois après, ça passait dans la phase opérationnelle en juillet 2019. Alors, il y a 1 an. Le commerce international, dans le cadre de cet accord, devrait commencer le 1er juillet 2020, ça veut dire demain. Mais malheureusement, ça a été reporté au 1er janvier 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. L'accord a progressé rapidement. Il y a déjà tous les pays africains qui ont signé cet accord, à part l'Érythrée. Et entre 28 et 30 d'entre eux ont déjà ratifié l'accord, dépendant de votre définition de ratifier.
Alors, cet accord vise à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires. Les barrières non tarifaires sont bien sûr très importantes aussi dans l'encouragement d'échanges internationaux entre les pays africains. Mais on va se concentrer sur les barrières tarifaires car on est en train de regarder l'effet sur les recettes fiscales. Alors, l'accord de zone pourtant, la création de la zone de libre-échange vise à libéraliser 90% des échanges internationaux sur une période de 10 ans pour la plupart des pays africains ou sinon 13 ans pour les pays les moins avancés. Alors, qui veut dire libéralisation des échanges veut dire une réduction ou une élimination des taux d'imposition sur ces échanges internationaux, qui veut dire une potentielle perte des recettes. Mais on croit, avec l'expérience, que ce genre de libéralisation doit aussi induire à une augmentation de croissance africaine, un meilleur développement économique et qu'il y aurait un effet compensateur sur les régimes fiscaux. Alors, sur le long terme, on croit que les pertes sur un côté doivent être compensées par des gains sur les autres. Par contre, il y aurait aussi il ne faut pas seulement penser au long terme parce que l'impact de cette initiative peut être important et il peut avoir des coûts transitoires quand vous regardez de plus près. Alors pour regarder l'effet de ce genre d'initiative sur les recettes fiscales, c'est utile de regarder les statistiques qu'on a à disposition. Un des objectifs de faire les statistiques des recettes publiques en Afrique, c'était d'avoir une précision des données, au moins un détail des données qui nous permettent d'isoler et identifier l'impact des changements de politique ou des chocs économiques sur des parties fiscaux précises. Alors, quand on parle de l'effet direct de la libéralisation des échanges internationaux, on parle surtout des changements des politiques de droits de douane, des droits à l'importation, des taxes à l'exportation et des autres impôts sur le commerce et transactions internationales. Alors, pour la plupart d'entre vous qui sont déjà points focaux et certains d'entre vous qui vont le devenir, vous devez savoir que ça correspond aux rubriques 5123, 5124 et 5127 dans le système de classification des recettes publiques en Afrique. Alors, en regardant les données qui sont listées sous ces rubriques, on trouve 93 différentes catégories des recettes, des recettes dans les pays africains, dans les données dont on dispose, qui sont rapportées, qui font partie de ces rubriques-là et qui sont rapportées dans notre publication et qui font aussi partie des données qui sont disponibles gratuitement en ligne. Nous allons nous concentrer sur les pays qui ne font pas partie de l'Union douanière d'Afrique australe, parce que l'Afrique du Sud et ces 4 pays voisins qui font partie de cette Union douanière ont une situation particulière qui font en sorte que les données sur les taxes sur les échanges internationaux ne sont pas exactement comparées aux mêmes données dans les autres pays africains. Bien sûr, on peut les analyser, mais pour simplifier l'analyse ici, on va regarder les 23 pays qui ne font pas partie de cette union douanière. Alors, sans compter ces pays, les taxes sur le commerce international sont en moyenne 13,1% du total des recettes fiscales des recettes publiques en Afrique. Pour certains pays, dont le Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Ouganda et Togo, c'est plus de 20%, qui veut dire l'impact d'une libéralisation sur ces recettes publiques peut être important. Alors, en regardant les données que nous en disposons, les taxes sur le commerce international, ça veut dire ces taxes qui se trouvent dans ces 3 rubriques dont on a parlé, en 2008 et 2017, en pourcentage des recettes fiscales totales sont ici présentées. Et vous voyez d'abord l'énorme variation entre les différents pays par rapport à l'importance des taxes sur le commerce international par rapport à leurs recettes fiscales. Une autre chose qu'on peut voir, c'est aussi qu'il y a une tendance vers la baisse depuis ces derniers 10 ans. L'importance de ces taxes
est de moins en moins important par rapport aux recettes fiscales totales, quoique ce n'est pas un changement révolutionnaire. Alors, en parlant de l'accord sur la création de zones de libre-échange continentale africaine, qui est très récent, ça ne commence pas à zéro. Il y a déjà eu des efforts, comme vous savez, dans les différents pays, communautés économiques régionales, de faire des intégrations économiques à une échelle plus petite que toute l'Afrique. Du coup, on voit ici, par exemple, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mise en place en 1996, la Communauté d'Afrique de l'Est en 2005 et l'accord d'Agadir en 2007. Alors, avec les données des statistiques des recettes publiques en Afrique qui font une série temporelle, on peut regarder dans le passé pour voir quel était le niveau de taxes sur le commerce international à l'année où ces accords ont été faits et quelle a été l'évolution dans ces taxes depuis. Alors, du coup, on voit dans tous les pays qu'on disposons, qui font partie de ce communiqué, avec peut-être l'exception de la Côte d'Ivoire, et il y a une diminution de l'importance des taxes sur le commerce international par rapport aux totalités des recettes fiscales. Mais par contre, il y a cette tendance dans un sens, mais quand même, il y a une énorme variation des situations, avec le Niger qui a un changement de 14,4% du part du total des recettes fiscales qui font partie de ces taxes sur le commerce international. Alors, ça, c'est juste une introduction au sujet de comment on peut essayer de voir un aperçu sur l'effet d'une grande initiative comme la zone de libre-échange continentale africaine. Quels sont les rapports entre la libéralisation des taxes et ce genre de statistiques des recettes fiscales. Alors, juste pour conclure, je ne vais pas aller dans toutes ces conclusions-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais simplement dire qu'on voit qu'en fait, une grande initiative comme une implémentation d'une politique de libéralisation de tous les échanges internationaux entre les pays africains, c'est très large, c'est très complexe et ça applique à beaucoup de différentes situations différentes. Et cette grande complexité qui existe, qui rend les prévisions à l'avenir un peu difficiles à faire, c'est quand même une grande complexité qui est reflétée dans ces données des statistiques des recettes publiques en Afrique. Alors, nous, on a regardé un peu pour avoir peut-être des aperçus sur ce qui se passe, mais bien sûr, on vous invite à chercher dans ces données aussi et on espère que ce sera un outil qui pourrait vous être utile pour votre politique fiscale et pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sébastien. C'est en effet un thème qui est passionnant. Même si la zone de libre-échange a été momentanément en arrêt à cause du Covid, c'est un thème qui est absolument crucial pour atteindre l'agenda 2063 et en particulier pour la transformation productive, augmenter la productivité et créer des emplois sur l'ensemble du continent grâce à des chaînes de valeur régionales, locales, des liens avec les petites et moyennes entreprises. Et c'est là où les réformes fiscales seront particulièrement importantes. Et je souhaiterais donc donner la parole sans plus tarder à Thalita, qui va donc nous présenter les prochaines étapes de la préparation des statistiques des recettes publiques en Afrique pour l'édition 2020. Thalita, tu as la parole. Merci beaucoup, Arthur. Alors, d'abord la présentation. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous lors de ces webinaires. C'est malheureux, comme Arthur l'a dit, c'est malheureux qu'on ne puisse pas vous voir en personne. Normalement, on organise des ateliers techniques en Afrique pour qu'on puisse se voir tous. Mais puisqu'à ces moments, on ne peut pas voyager, on a le plaisir de au moins pouvoir échanger un peu avec vous sur des plateformes comme celle-ci. Donc, je ferai juste quelques commentaires par rapport aux prochaines étapes de la préparation de l'édition de cette année des statistiques des recettes publiques en Afrique. Et je vais faire juste quelques commentaires par rapport à comment cette initiative aide les pays africains à mieux suivre et comprendre les tendances des mobilisations des ressources antérieures dans leur pays. Comme aussi plusieurs conférenciers ont dit avant, cette initiative, c'est une initiative conjointe de l'Union africaine,
ATAF, OCDE avec le soutien de la Banque africaine de développement, l'Union, le WCO, les CREDAF, et nous avons aussi le soutien financier des gouvernements de l'Irlande, du Japon, du Luxembourg, Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et aussi de l'Union européenne. Et nous sommes très reconnaissants à tous nos partenaires qui rendent cette initiative possible. Donc, c'était très intéressant d'entendre la présentation qu'a fait Emmanuel et Léonie et puis les commentaires donnés par Nara et Sébastien, parce qu'on s'est rendu compte que la mobilisation des ressources antérieures en Afrique a atteint un moment vraiment décisif. Donc, il y a eu des progrès au cours de la dernière décennie, des progrès très importants. La moyenne, le ratio moyen des impôts au PIB a atteint un plateau en 2015, depuis 2015. Et ces progrès réalisés, malheureusement, ils peuvent être mis en danger, disons comme ça, à cause de la pandémie actuelle du coronavirus. En même temps, il y aura aussi des opportunités, par exemple avec la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cette mise en œuvre et d'autres raisons aussi, ça permet aux pays de réfléchir à comment réorienter leurs systèmes fiscaux à l'avenir pour mobiliser davantage des ressources antérieures. Donc, quelle est l'importance des données de qualité dans ces contextes-là? Les données de qualité ont un rôle très important à jouer parce qu'elles peuvent illustrer l'impact de différents facteurs sur la mobilisation des ressources antérieures et aussi sur la résilience des systèmes fiscaux. Les données de qualité elles peuvent aussi faciliter l'élaboration des politiques fiscales pour augmenter les recettes de manière durable et inclusive. Et quand on parle des données de qualité, c'est important de préciser, on parle des données qui sont exactes, qui sont complètes, accessibles et appropriées aux objectifs de politique publique. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette initiative des statistiques des recettes publiques en Afrique, de promouvoir, de collecter des données de qualité sur des indicateurs clés pour les réformes fiscales. Donc, les données que nous présentons dans cette initiative sur les ratios des impôts au PIB et sur la structure fiscale, elles peuvent aider à répondre à plusieurs questions qui doivent prendre en considération les pays quand ils pensent aux réformes fiscales et à la mobilisation des ressources antérieures. Donc, on a fait juste quelques exemples de questions. Par exemple, quel est le niveau des recettes fiscales dans votre pays? Comment ce niveau se compare à d'autres pays? Quel est le montant de recettes générées par les différents impôts? Qu'est-ce que la structure fiscale de votre pays dit sur la durabilité et la progressivité de votre système fiscal? Comment cette structure fiscale se compare à d'autres pays qui ont un ratio impôt-PIB ou un revenu national similaire? Et enfin, comment les recettes elles évoluent au fil du temps? Quel est l'impact des chocs économiques sur les recettes fiscales et les impôts? Quels ont été ceux qui ont été les plus touchés? À quelle vitesse les recettes elles se sont redressées après les chocs et comment? Et enfin, ces données elles permettent aussi de voir quels sont les effets des réformes fiscales sur les recettes. Donc, l'édition de cette année des statistiques des recettes publiques en Afrique, on présentera des indicateurs clés pour environ 30 pays africains. Nous avons déjà terminé la collecte des données pour les 30 pays. Donc, les prochaines étapes, d'ici à la fin juillet, nous allons préparer et valider les tableaux pays contenant les données par pays. Cette préparation des données est faite en collaboration avec les pays et validée par les pays. Donc, c'est important de signaler aux pays qui ne participent pas encore pour que vous sachiez qu'aucune donnée n'est publiée avant que le pays valide ces données. Entre juillet et août, nous préparons les indicateurs comparatifs entre pays ainsi que le tableau comparatif. En septembre, nous préparerons l'analyse des tendances des recettes publiques ainsi que l'étude spéciale. Donc, l'étude spéciale, c'est un chapitre thématique qu'on a dans toutes les éditions de chaque année. Donc, comme Sébastien l'a dit, l'année dernière, l'étude spéciale, c'était sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette année, on fera probablement une étude spéciale sur le coronavirus. Donc, lors de cette étude spéciale, nous mettons les données des statistiques des recettes publiques dans les contextes d'une thématique de politique publique. En octobre, nous allons préparer la publication et tous les matériaux de communication avant le lancement et nous espérons lancer la publication en fin octobre, début novembre 2020.
Alors, pour les pays qui souhaitent participer, qui ne participent pas encore, mais qui souhaitent participer dans cette initiative, vous êtes tous invités évidemment à participer aux futures éditions. C'est important de signaler tout d'abord qu'il n'y a aucun coût financier pour y participer. On ne demandons pas que vous payiez pour participer. Il y a seulement un faible coût en ressources humaines pour les pays. C'est-à-dire, nous espérons que chaque pays ait un ou deux points focaux, une personne ou deux qui travaillent avec nous pour collecter les données. Donc, ce travail est fait à distance. Mais il y a aussi quelques activités qui sont organisées en personne, par exemple les ateliers techniques. Donc, nous estimons que ça représente autour d'une semaine par an maximum de travail d'une personne. Alors, pour les pays qui souhaitent participer, il suffit de nous écrire normalement une lettre de votre ministre de l'économie, par exemple, ou un autre haut fonctionnaire qui est autorisé à approuver la participation du pays dans l'initiative. Vous écrivez à l'OCDE, la CEA et la CAF. Et dans cette lettre, nous demandons aussi qu'un point focal soit désigné. Et ces points focaux doivent être autorisés à accéder aux données agrégées de divers ministères, organismes et niveaux de gouvernement dans votre pays. Et que vous puissiez aussi que les points focaux puissent travailler en partenariat avec l'OCDE, la CEA, la CAF pour aligner vos données avec la classification OCDE, valider les données pour la présentation dans la publication. Alors, si vous avez des questions, nous serions évidemment ravis de vous répondre lors de questions-réponses tout à l'heure, mais je laisse ici aussi notre site web pour plus d'informations et aussi une adresse mail si vous souhaitez nous contacter. Et juste pour souligner encore une fois que toutes les présentations, ainsi que la présentation de la Commission de l'Union africaine qui n'a pas pu participer, on mettra ces publications disponibles sur notre site web. On vous enverra les liens après ce webinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment, Talita, pour cette présentation. Et je souhaiterais donner la parole à M. Bénédicte Madel, qui est directeur du secteur pour la mobilisation des ressources domestiques à la Commission européenne, pour faire quelques remarques sur le programme statistique panafricain, qui est donc soutenu par la Commission européenne. Et donc, je souhaite encore une fois remercier l'Union européenne pour son soutien à notre projet, qui est très important. Bénédicte, vous avez la parole. Veuillez enlever le mute et la parole est à vous. Merci beaucoup pour nous inviter et nous associer à cette webinaire. J'espère que vous allez tous bien dans les circonstances actuelles. Je ne vais pas risquer de mettre le caméra parce que la connexion n'est pas idéale. Bon, en tout cas, je pense plus que jamais, ces temps demandent une politique de taxation et des administrations fiscaux qui pourront répondre aux défis de la crise actuelle dans cet fameux esprit de Building Back Better et pour assurer une plus grande résilience de finances publiques dans le futur. Et je pense effectivement le but du projet, le but de statistiques comparables, harmonisées, fiables et partagées sont, comme on a déjà entendu, une base pour prendre des décisions, pour planifier des réformes et pour une plus grande transparence aussi vis-à-vis le contribuable, mais aussi la presse, la société civile et les chercheurs des universités. Je me félicite donc de progrès déjà réalisés. Je suis avec grand intérêt, disons, le progrès dans ces domaines. Comme une remarque anecdotique, la première fois que je rencontrais le projet, c'était au Cameroun où j'étais posté avant, où je rencontrais Michel Harding. On a fait disons, une mission d'appui au Cameroun. Alors, c'était vraiment une chouette opportunité de voir, disons, le travail sur le terrain.
Peut-être pour nous, comme l'Union européenne, cet appui pour améliorer et élargir les statistiques des revenus peut être mis dans un contexte plus large qu'on appelle l'approche collecter plus, dépenser mieux, en soutenant des pays partenaires dans leurs efforts de mobiliser davantage de recettes intérieures et utiliser plus efficacement les ressources. Cela est aussi dans le contexte disons, de Addis Abeba et la conférence de financement de développement, et aussi dans les contextes de Addis Tax Initiative, qui était, je pense, un déclencheur politique pour plus d'efforts dans ces domaines. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir des données standardisées, mais aussi des analyses standardisées, comme par exemple le TADAT, pour mieux identifier les forces et les faiblesses des administrations fiscales, effectivement, pour identifier des plans de réforme sur mesure. Et pour nous, c'est aussi important d'accompagner ces réformes avec l'assistance technique. Et aussi, on est actif avec l'appui budgétaire dans plus que 80 pays dans le monde. Et l'aspect finances publiques et la mobilisation des recettes domestiques, c'est toujours, ça fait partir d'analyse, mais aussi on essaie de plus en plus aussi de trouver des indicateurs pertinents pour compléter ces plans de réforme. Effectivement, on est aussi très intéressé en tout ce qui est la bonne gouvernance fiscale. C'est aussi pour cela qu'on soutient tout le processus BEPS et Global Forum, et aussi, disons, les travaux de l'équipe de l'OCDE dans le renforcement des capacités dans le pays tiers pour effectivement profiter au maximum de ces standards. On a déjà aussi entendu du travail qui est lié aux flux financiers illicites, qui, je pense, sont aussi extrêmement hauts sur l'agenda, et pour lesquels aussi de statistiques fiables sur les revenus sont la base. C'est effectivement dans ces contextes plus larges que je trouve la pertinence de travaux sur les statistiques spécifiquement évidentes et urgentes. Et je voudrais vraiment féliciter le travail de l'OCDE, mais aussi de tout le monde aujourd'hui présent pour les efforts dans ces contextes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette intervention, et encore merci à l'Union européenne pour son soutien au projet. Votre intervention a évidemment rappelé la complémentarité entre les différentes institutions qui avait déjà été soulignée par Nora, et qui est d'autant plus importante que l'on voit le partenariat avec les acteurs du développement qui est évidemment crucial. Donc, merci beaucoup. Et on vous avait d'ailleurs à ce sujet la rencontre que nous avions eue au Cameroun, à Yaoundé, était à l'occasion du STC de l'Union africaine, qui montre bien la pertinence du dialogue sur les politiques publiques en partenariat avec l'Union africaine et ses organisations affiliées, ses partenaires. Je souhaiterais maintenant ouvrir la 4e session, et malheureusement la dernière du webinaire, pour avoir les questions et les réponses. Alors, nous avons eu une avalanche de questions sur le chat et ailleurs. Donc, je vais lire quelques questions de manière à ce que mes sœurs et confrères puissent y répondre. Donc, tout d'abord, nous avons une première question sur les taux de pression fiscale. Est-ce qu'ils incluent les cotisations sociales ? Cette question vise à mieux apprécier la comparaison, car certains pays africains n'ont pas fourni de données
sur les cotisations sociales. Donc ça, c'est une première question. Nous avons une deuxième question, je crois qu'il nous vient de la RDC. Donc dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, certains pays ont suspendu les contrôles fiscaux. Dans quelle catégorie peut-on classer cette mesure? La mobilisation de recettes publiques dans les pays africains est faible à cause du secteur informel. Quelles sont les mesures incitatives que les institutions préconisent pour amener ce secteur dans la lumière? Donc, deux questions. J'invite aux panélistes à prendre la parole de manière totalement volontaire et je compléterai évidemment en fonction des besoins. D'accord. Je pense que je vais répondre à ces questions. Alors, en ce qui concerne la question, est-ce que les ratios de recettes fiscales en pourcentage du PIB incluent les cotisations de sécurité sociale? La réponse est oui. Il faut savoir que les cotisations de sécurité sociale, en tout cas celles qui sont obligatoires, sont classifiées comme des impôts parce qu'elles sont obligatoires et versées aux administrations publiques et elles sont considérées comme n'ayant pas de contrepartie. Donc, il est important d'inclure les cotisations de sécurité sociale dans les recettes fiscales et c'est ce qui est fait aussi pour toutes les autres régions et qui assure ainsi la comparabilité des données dans toutes les régions et pour tous les pays. Alors, je voulais préciser de nouveau certains chiffres. Les cotisations de sécurité sociale s'élèvent à 8,1% du total des recettes fiscales. Je voulais aussi préciser que dans la publication, nous montrons un graphique et un tableau des recettes fiscales qui comprennent évidemment les cotisations de sécurité sociale, mais aussi sans les cotisations de sécurité sociale et ça permet aussi au pays de pouvoir se comparer avec cet indicateur. En ce qui concerne les pays qui n'ont pas de cotisations de sécurité sociale et qui sont incluses dans la publication, il s'agit du Congo, Ouganda, Togo et Guinée équatoriale. Et évidemment, nous invitons les pays à essayer de trouver ces données pour la prochaine édition pour améliorer justement la comparabilité entre les pays. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ajouterai donc concernant la comparabilité que la faible cotisation en sécurité sociale explique aussi des différences entre plusieurs pays africains et d'autres régions du monde, en particulier avec l'Amérique latine. Et c'est d'autant plus frappant que si évidemment l'informalité est prépondérante dans de nombreuses économies d'Afrique, il y a aussi de l'informalité dans d'autres régions du monde. Donc là, on voit aussi la possibilité d'avoir des politiques, notamment de transfert, qui permettent d'atteindre aussi des couches de population qui sont dans l'informalité, donc de graduellement pouvoir mieux les toucher. Donc d'où l'intérêt d'avoir encore une comparaison entre les différentes régions du monde. Je voudrais maintenant me tourner donc vers la deuxième question qui est sur la riposte contre le Covid-19 et la suspension des contrôles fiscaux. Qui souhaiterait répondre? Peut-être que Nara souhaiterait intervenir, à moins que ce soit un autre collègue. Je vous laisse la liberté d'intervenir. Arthur, je m'hasarderai à répondre à cette question-là. Parfait. Non, je peux. Nara, la parole. Donc, par rapport, juste pour répondre à cette question, on a vu dans nos enquêtes qu'on a conduites au niveau de nos pays membres que certains pays ont effectivement suspendu les contrôles fiscaux comme mesure d'allègement. Mais dans ce contexte d'augmentation de la fraude et de l'abus des mesures d'allègement, on a recommandé de suspendre seulement les contrôles fiscaux seulement pour les contribuables les moins risqués. Et aussi de continuer, évidemment, comme on a mentionné tout à l'heure, le problème du double défi, de continuer d'inciter les autres, évidemment, à recouvrer les recettes, à payer leurs impôts si possible.
Donc c'est ça qui a été recommandé, de se focaliser uniquement sur les contribuables les moins risqués. Et aussi, juste pour, j'ai apporté aussi des éléments de réponse déjà pour la question qui est liée au secteur informel. La question est que la mobilisation des recettes dans les pays africains est faible à cause du secteur informel. Quelles sont les mesures incitatives que vous pouvez préconiser pour amener ce secteur dans la lumière? Donc, d'un côté, on sait évidemment que la plupart le secteur informel est généralement entravé par un environnement commercial qui est difficile et une bureaucratie qui est très pesante, ainsi évidemment que des impôts et des taxes excessives. Donc, on suggérait évidemment de créer un environnement qui est favorable aux acteurs de l'informel pour les inciter évidemment à passer au secteur formel. Et aussi, on sait qu'il y a un grand nombre de travailleurs dans ce secteur-là qui sont évidemment fragilisés par les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et pour continuer de les inciter à passer au secteur formel, on peut offrir des avantages comme les contrats, des mesures d'incitation pour accroître leur compétitivité, l'adhésion aux associations syndicales, comme je l'ai marqué là, ainsi qu'évidemment l'accès aux subventions et aux incitations venant du gouvernement. Mais évidemment aussi, on sait qu'ils sont vulnérables par rapport à l'absence des pensions retraite et des couvertures médicales. Donc ça aussi, c'est une autre incitation qui pourrait les encourager à passer d'un secteur à l'autre. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nora. Permettez-moi aussi d'ajouter par rapport aux incentives ou bien vacances fiscales qu'il est très important d'avoir une coordination entre les différents pays au sein des communautés économiques régionales, mais aussi avec l'Union africaine, de manière à éviter d'avoir une course vers le bas. Et cela est d'autant plus important que l'Afrique, en tout cas avant la crise du Covid, l'ensemble des pays africains, la majorité des pays africains étaient attractifs pour les investissements directs étrangers, par exemple. On a vu que les flux d'investissements directs étrangers étaient passés plutôt d'une majorité vers le secteur extractif à une majorité vers le secteur des services. Malheureusement, l'investissement dans le secteur manufacturier a stagné, mais il y a une attractivité qui est indéniable, notamment à cause des secteurs des méga-tendances sur le continent africain, démographiques, d'urbanisation, liées aussi à la plateforme continentale de libre-échange. Et dans ce cadre-là, les entreprises, ce n'est pas forcément les vacances fiscales qui vont leur servir de motivation principale pour pouvoir investir dans des pays africains, mais c'est plutôt le cadre de l'environnement business et évidemment l'accès à l'éducation, le niveau de formation de la population, de manière à pouvoir faire travailler les entreprises locales et avoir des investissements qui soient réellement productifs, permettant de générer ces chaînes de valeur locales et régionales à l'intérieur des pays africains et en bénéficiant de l'intégration régionale, évidemment. Je souhaiterais maintenant relancer, je crois, la troisième question, qui est donc sur l'impact du Covid sur les recettes douanières. La baisse de ces recettes est-elle importante dans les pays riches en ressources naturelles? Qui souhaiterait prendre la parole? J'ai également, Arthur Senara ici, Oui. J'ai également apporté quelques éléments de réponse déjà en disant qu'on a déjà vu, et je crois que c'est aussi vérifié dans les différents graphiques qu'on a présentés tout à l'heure au début, qu'effectivement les pays riches en ressources naturelles devraient voir leurs recettes fiscales et douanières de toute façon diminuer de manière drastique du fait de la baisse générale des prix de produits de base. Donc ça, c'est un truc qu'on devrait voir de toute façon et que je pense qu'on va le voir de toute façon très bientôt. Et comme on l'a déjà aussi vu, les données, les estimations que j'ai présentées tout à l'heure, effectivement, on devrait le voir à cause de la réduction de tous ces produits de base. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nora. Et permettez-moi d'ajouter que si on prend par exemple l'exemple d'un pays comme le Nigeria, au niveau des recettes, il y a un impact direct. Par exemple,
Avant la crise, le Nigeria avait utilisé les cours du baril à 64 $ pour pouvoir prévoir ses dépenses. Et aujourd'hui, donc, en étant passé à moins de 20 $, donc il y a eu une révision très substantielle du gouvernement fédéral pour pouvoir faire ces politiques de relance budgétaire. Donc, c'est un exemple qui montre qu'ils ont été directement frappés. Et on peut aussi se rappeler de l'incidence qu'il y avait eu en 2016 sur la chute des cours des matières premières sur l'ensemble de la croissance de l'Afrique, qui avait touché évidemment le Nigeria, mais aussi l'Algérie, la Libye, l'Angola, les grands pays exportateurs de ressources. Permettez-moi de me tourner vers une quatrième question que je vais lire à voix haute. Concernant les statistiques de l'année 2020, comment allez-vous procéder pour comparer les recettes des différents pays touchés par le Covid-19, sachant que chaque pays a pris des mesures fiscales ou autres pour aider les entreprises pour surmonter cette crise? De plus, le Covid aura un impact sur les recettes fiscales différentes d'un pays à l'autre, hétérogénéité. Par exemple, les pays exportateurs auront un impact négatif important sur les recettes douanières en comparaison avec les autres pays. Peut-être que Emmanuel souhaiterait répondre à cette question. Oui, merci Arthur. Oui, c'est une très bonne question. En effet, donc, il y a les différentes mesures qui implantées par les différents pays vont, on espère, avoir un impact positif sur les recettes fiscales des pays. Le but des statistiques des recettes publiques en Afrique est donc de collecter ces données et de les harmoniser. Nous pouvons, évidemment, suivant ces mesures, il y aura des impacts différents. Nous pourrons mettre dans le chapitre 1, dans le commentaire, expliquer en fait les différentes réformes qui ont été faites par les pays et si les pays pouvaient nous donner des indications précises de toutes ces réformes qu'ils ont faites et ça peut évidemment expliquer certaines des tendances qui seront observées en 2020. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On peut les mentionner en fait dans le chapitre 1, dans le commentaire. Absolument, merci pour cette réponse très compréhensive. Permettez-moi de passer à une nouvelle question. Nous venons de Mauritanie. Nous avons reçu les prévisions de recettes en baisse à travers une loi de finances rectificative, donc en Mauritanie. Des allègements sont effectués à travers l'exonération de beaucoup de produits, des changements dans plusieurs dispositions du Code général des impôts. Notre collègue aimerait savoir ce qu'il en est pour les autres pays et quelles seraient les mesures de réplique pendant l'après-Covid. Comme cela touche les pays Covid, peut-être que Nara serait plus à même de répondre à cette question. À moins qu'un autre copanéliste souhaiterait prendre le flambeau. Oui, je voulais juste dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a finalisé le rapport où justement l'ensemble de toutes les mesures fiscales et non fiscales, mais aussi l'impact sur les recettes douanières ont été présentés en détail. Mais aussi, il y a également des sections post-Covid, comme déjà des mesures, des solutions potentielles que les administrations fiscales pourraient mettre en place et les gouvernements en général pour faire face à la période après Covid. Donc, on a déjà mis en place, ça fait déjà partie de ce rapport et j'invite les participants à soit me contacter, soit à attendre sur le site Internet qu'on publie ces rapports-là en 3 langues, comme je l'ai mentionné plus tôt. Merci. Merci beaucoup, Nora. Nous avons aussi une autre question qui est liée à cette question de la crise, qui est quelle devrait être la priorité des pays africains dans l'utilisation des mesures fiscales pour répondre à la crise actuelle et comment cela devrait changer à mesure que la pandémie progresse. Donc, quel séquençage des politiques, quelle évolution des politiques. Nous avions aussi une question similaire concernant l'informalité. Donc, comment est-ce que l'informalité est affectée peut affecter la mobilisation des recettes intérieures et surtout dans un cadre de Covid.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur la priorité des pays africains dans l'utilisation des mesures fiscales pour répondre à la crise? Juste à nouveau, Arthur, pour dire que j'ai un des dias que j'ai présenté tout à l'heure montrait déjà un listing de toutes les mesures, la plupart des mesures fiscales qui ont été mises en œuvre pour l'instant par tous ces pays. Et évidemment, ça fait partie, comme je l'ai dit, des enquêtes sur le terrain. Donc, ce sont les administrations fiscales elles-mêmes qui nous ont envoyé non seulement les mesures fiscales, mais aussi non fiscales, mais aussi la fréquence de l'utilisation de ces mesures-là. Donc, dans le rapport, la personne qui a posé la question aura l'opportunité de voir évidemment la pléthore de mesures qui ont été implémentées, qui ont été mises en œuvre, et voir dans quelle mesure certaines de ces mesures-là peuvent être mises en œuvre dans leur pays, en fonction évidemment de la réalité sur le terrain. Je ne sais pas si ça répond à leur question. Oui, absolument. Je crois que c'est très compréhensif. Alors, on a eu plusieurs questions qui arrivent en même temps. Je vais lire à voix haute, on va un peu improviser. Concernant les statistiques de l'année 2020, comment allez-vous procéder pour comparer les recettes des différents pays touchés par le Covid-19? Une question sur la comparabilité, mais comparabilité par rapport aux statistiques 2020. Donc, sachant que chaque pays a pris différentes mesures fiscales pour aider les entreprises pour surmonter cette crise. Je crois qu'en fait, on l'a déjà eu cette question. On l'a déjà eu, Arthur. On l'a déjà eu, absolument. Je viens de la voir, mais on l'a déjà eu. Donc voilà. On va passer à l'autre question qui était venue, qui est comment, et qui est la dernière qui m'est arrivée, comment les recettes fiscales en Afrique se comparent-elles à celles d'autres régions et où se trouvent les plus grandes possibilités d'augmentation des recettes fiscales en utilisant la comparaison avec les autres régions? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres régions du monde? Alors, oui, vous avez vu donc dans la présentation sur les principaux résultats, donc la moyenne de l'Afrique est à 17,2 et plus basse que l'OCDE à 34,2 et l'Amérique latine qui est à 22,8. La plus grande différence en fait avec ces régions, c'est en particulier les cotisations de sécurité sociale, mais aussi par rapport à l'OCDE, les recettes provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, dans le futur, ce sont ce type de recettes peuvent être augmentées, mais aussi, comme l'avait mentionné Ataf, les recettes sur la propriété sont des recettes qui sont assez peu utilisées aussi en Afrique et qui peuvent être considérées. Mais aussi les impôts liés à l'environnement aussi pourraient être aussi utilisés un peu plus en Afrique pour favoriser la transition aussi écologique. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, nous avons eu plusieurs autres questions, mais qui ont été répondues via la fonction du chat, le fameux Q&As, donc sur lesquels je pense qu'on n'a pas besoin de répéter les réponses puisqu'ils ont déjà été donnés par écrit par mes collègues. Donc, je tiens, s'il n'y a pas d'intervention supplémentaire de la part de l'un des copanélistes, je tiens à vous remercier pour votre participation, le temps qui a été consacré. Merci à tous les panélistes, merci aux différentes organisations partenaires et aussi merci à l'Union africaine malgré son absence qui est liée à des raisons techniques, mais nous savons qu'ils sont de tout cœur avec nous et qu'ils soutiennent l'ensemble des États membres et le projet, évidemment. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons eu l'occasion de pouvoir interagir sur de nombreux éléments, sur l'impact de la crise Covid qui met beaucoup d'incertitudes et sur lesquelles il y a eu des politiques différentes, même s'il y a une réponse qui a été relativement rapide de la part de nombreux pays africains. Rappelons que les pays africains ont été, si l'on peut dire,
touchées plus tard que d'autres régions du monde sur le plan de la santé et que donc de nombreux pays ont en fait permis d'apprendre, si je puis dire, de la cacophonie ou de l'inaction d'autres pays en mettant vite des mesures en place. Donc, si évidemment elles ne sont pas suffisantes, puisqu'on a des secteurs informels qui sont importants et on a de gros chantiers sur de nombreux pays, comme partout ailleurs dans le monde, ça a été un exemple de rapidité des politiques qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres régions du monde, donc qui est positif. Mais évidemment, la publication et la préparation de la nouvelle édition de 2020 nous a permis de mettre l'accent sur des points et des priorités qui sont importants pour l'ensemble des pays membres, des points focaux et des institutions partenaires, en particulier l'accessibilité, la comparabilité, l'harmonisation des données, tant au niveau national que régional, ou bien avec d'autres régions du monde, qui a été souligné par les différents panélistes et les différentes institutions, de manière à aussi mieux soutenir le SACHA, la charte pour l'harmonisation des statistiques africaines. Donc, je tiens à nouveau à remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent l'initiative et c'est surtout l'Union européenne et en particulier à Bénédicte. Donc, c'était un grand plaisir de le revoir pour participer à cette session. Je vous rappelle, pour conclure, qu'un enregistrement vidéo de la réunion ainsi que de l'ensemble des présentations sera disponible sur la page web. Nous y mettrons et nous circulerons notamment la présentation qui avait été prévue par la Commission de l'Union africaine, de manière à ce que vous puissiez la consulter. Je pense qu'elle sera disponible en français également et que nous vous enverrons donc, par le lien à tous les participants après le webinaire. Donc, l'édition de cette année sera lancée fin octobre, début novembre 2020. Donc, nous sommes très impatients de pouvoir présenter cette édition. Votre collaboration est absolument cruciale pour pouvoir mener ce travail à bien. Et nous souhaitons présenter cette édition lors d'un événement de lancement en personne idéalement, mais comme vous le comprenez bien, dans chacun des pays où vous résidez, cela dépendra de la situation au niveau mondial et au niveau de chacun des pays où nous résidons. Et donc, nous profiterons une fois de plus, sans doute, de plateformes comme celle-ci, de la digitalisation pour procéder à un lancement, à une discussion en ligne si cela s'avère nécessaire. Je vous invite donc pour l'ensemble des pays qui ne participent pas encore à l'initiative à contacter les organisateurs pour obtenir les détails sur comment joindre l'initiative, qui sont vraiment assez simples et souples et qui nous permettent d'agir de manière agile pour pouvoir engager un maximum de pays dans cette initiative. Merci encore à toutes et à tous, à tous les partenaires, et je souhaiterais donc clôturer cette réunion avec un peu d'avance, mais en vous remerciant encore pour votre participation et le temps que vous avez consacré. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.